Les ombres d'un amour illusoire. À 48 ans, Nicolas se sentait à la dérive. Son divorce, la solitude, une vie professionnelle sans éclat. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Le soir, il errait sur Internet, dans l'espoir de retrouver un peu de chaleur humaine. Un jour, un message attira son attention sur un site de rencontre. « Bonsoir, Nicolas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de t'écrire. » Elle s'appelait Eléa. Ses photos respiraient la douceur, son regard semblait sincère. Humanitaire vivant en Espagne, elle menait une vie consacrée aux autres. Il se sentit revivre. Leur relation devint une addiction. Chaque matin, un message. Chaque soir, une déclaration. Elle savait tout de lui, ses goûts, ses douleurs, ses espoirs. Nicolas se confiait comme jamais auparavant. Mais quand il proposait un appel vidéo, il y avait toujours une excuse. « J'ai honte, je ne suis pas maquillé. Mon téléphone est cassé. » Il voulait croire en elle. Jusqu'à ce premier appel à l'aide. « Mon père a eu un accident. Je dois payer l'hôpital. Je ne sais pas vers qui me tourner. » Nicolas n'hésita pas. 2 000 €. Puis 5 000. Puis 12 000. Chaque fois, une nouvelle excuse. Mais il refusait d'ouvrir les yeux. Un jour, elle lui fit une offre irrésistible. « J'ai trouvé un appartement pour nous en Espagne. Il faut payer la compte rapidement. » Nicolas vendit son appartement. 120 000 €. Envoyé en quelques clics. « Je prends l'avion demain ?» Il l'attendit à l'aéroport. Elle ne vint jamais. Son profil avait disparu. Plus de messages. Plus d'appels. Nicolas embaucha un détective privé. Ce qu'il découvrit était pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Eléa n'existait pas. Les photos étaient volées. L'argent était transféré à des comptes fictifs. L'enquête mena à un réseau criminel international opérant depuis plusieurs pays. Ce n'était pas une simple escroquerie sentimentale. C'était une machination orchestrée. Et Nicolas n'était pas la seule victime. Un soir, alors qu'il tentait de joindre la police, il reçut un appel masqué. « Tu parles trop, Nicolas. Arrête, sinon tu vas le regretter. » Son sang se glaça. Il venait de mettre le pied dans un engrenage dangereux. Quelqu'un surveillait ses recherches. Pire encore, sa banque l'appela. « Monsieur, il y a eu des mouvements suspects sur vos comptes ?» Tout son argent restant avait disparu. Il était ruiné. Nicolas ne pouvait plus rester chez lui. Quelqu'un le suivait. Un soir, alors qu'il rentrait tard, il aperçut une silhouette en bas de son immeuble. Il quitta tout. Il vécut dans des hôtels miteux. Il dormait dans des gares. Il effaça son identité numérique. Il était devenu une cible. Mais il n'était pas seul. En fouillant sur Internet, il trouva un forum de victimes. Des centaines d'hommes et de femmes racontaient la même histoire. Les mêmes photos. Le même pseudonyme. Les mêmes menaces. Il n'était pas le premier. Il ne serait pas le dernier. Plutôt que de fuir, Nicolas décida de riposter. Grâce aux témoignages d'autres victimes, il retrouva l'origine des transactions bancaires. Un complice en France. Il traqua un homme vivant à Marseille. Un soir, il le vit entrer dans un café. Il le suivit. « On doit parler. » L'homme blêmit. « Je ne suis qu'un intermédiaire. Ils sont trop puissants. Je ne peux rien dire. » Nicolas l'enregistra. Il contacta un journaliste. Le lendemain, un article explosa sur les réseaux. Le réseau fantôme, l'histoire d'une arnaque amoureuse qui a détruit des milliers de vies. Les médias relayèrent l'affaire. Les autorités lancèrent une enquête. Nicolas venait de faire vaciller l'empire de l'ombre. 1 an plus tard, Nicolas avait tout reconstruit. Son témoignage avait sauvé des centaines de victimes. Un soir, dans un café, une femme l'aborda. Elle s'appelait Clara. Pas de mensonge. Pas de mystère. Juste une femme réelle. Nicolas hésita. « Tu veux prendre un café ?» demanda-t-elle. Cette fois, il ne répondit pas par un message. Il sourit. Un jour, sur son téléphone, Nicolas reçut un dernier message anonyme. « Je reviendrai. » L'histoire n'était peut-être pas terminée. L'amour en ligne peut être réel. Mais parfois, derrière l'écran, il n'y a que des fantômes. Nicolas aurait pu se contenter d'avoir dénoncé le réseau. Il aurait pu tourner la page, vivre une vie normale avec Clara. Mais un matin, il reçut une enveloppe glissée sous sa porte. Aucune adresse. Aucun nom. Seulement un papier plié en deux. Quand il l'ouvrit, son cœur se figea. À l'intérieur, une photo de lui. Prise la veille. Avec 3 mots écrits au dos. « Tu crois avoir gagné ?» La peur revint aussitôt. Il se rappela les menaces. Les escrocs arrêtés en France n'étaient que des pions. Le véritable cerveau de cette organisation était encore en liberté. Et il voulait sa revanche. Nicolas n'était plus seulement une victime. Il était un problème à éliminer. Cette nuit-là, il ne dormit pas.
Il fouilla son appartement, chercha une caméra cachée, un micro. Rien. Mais il savait que quelqu'un le surveillait. Il devait disparaître avant qu'il ne vienne le chercher. Nicolas prit un faux passeport. Grâce à un contact rencontré dans son groupe de soutien aux victimes, il obtint une nouvelle identité. Il quitta Paris. Direction Marseille, puis Barcelone. Il changeait de train, d'itinéraire. Il ne payait plus rien par carte bancaire. Mais à chaque étape, un frisson lui courait dans le dos. Était-il suivi? Oui. Un soir, alors qu'il sortait d'un cybercafé, une moto surgit. Un homme casqué fonça sur lui. Nicolas eut juste le temps de plonger sur le trottoir. Le moteur rugit, la moto disparut dans la nuit. Ils étaient prêts à le tuer. Il ne pouvait plus fuir. Il devait frapper en premier. Nicolas remonta la piste d'un nom apparu dans l'article du journaliste. Un certain Darius, cerveau du réseau, un homme lié à des affaires de blanchiment en Europe de l'Est. Avec l'aide d'un hacker anonyme du Forum des victimes, Nicolas parvint à tracer une transaction suspecte. Elle menait à un hôtel à Madrid. Il devait en avoir le cœur net. Dans la nuit, Nicolas pénétra discrètement dans le hall de l'hôtel. Il observa les allées et venues. Puis il le vit. Un homme en costume, cheveux gominés, souriant à un serveur. Un homme qui ressemblait exactement à la photo du dossier que le détective lui avait montré. Darius. Le prédateur. Nicolas sentit son sang bouillir. Il aurait pu appeler la police, mais cette fois, il voulait regarder son bourreau dans les yeux. Quand Darius sortit du bâtiment, Nicolas le suivit. Dans une ruelle sombre, il se retrouva à quelques mètres de lui. Et, Darius. L'homme se retourna, surpris. Nicolas fonça et le frappa au visage. Darius s'écroula, mais sortit un couteau. Un combat éclata. Un coup de lame déchira la veste de Nicolas, éraflant ses côtes. Il se recula, haletant. Darius rit. « Tu n'aurais jamais dû me chercher. » Nicolas sortit son téléphone et appuya sur un bouton. Une voix retentit dans la ruelle. L'enregistrement de toutes les menaces envoyées à Nicolas. « Si je disparais, ça sera diffusé partout. » Darius blêmit. Un instant d'hésitation. Juste ce qu'il fallait à Nicolas pour lui envoyer un coup de pied en plein torse. Darius tomba en arrière, directement dans la patrouille de police qui arrivait. Darius fut arrêté. Son organisation fut démantelée. Mais quelques jours plus tard, Nicolas reçut un dernier message anonyme. Un réseau peut être détruit, mais les fantômes ne disparaissent jamais. Il sourit. Cette fois, il n'avait plus peur. Il avait survécu à l'amour truqué. Il avait survécu aux menaces. Il avait survécu aux ombres. Et désormais, c'était eux qui avaient peur de lui. 3 mois avaient passé depuis l'arrestation de Darius. L'affaire avait fait les gros titres en France et en Espagne. L'arnaque amoureuse qui cachait un réseau criminel mondial. Comment un homme seul a démantelé une organisation entière? Nicolas, du comptable brisé aux héros inattendus. Nicolas était devenu un symbole. Il fut invité dans des émissions télévisées, contacté par des auteurs voulant écrire sur son histoire. Même Netflix montra un intérêt pour une série inspirée de son histoire. Mais lui, il ne voulait ni gloire, ni projecteur. Il voulait juste retrouver une vie normale. Après avoir vendu ce qui lui restait, il s'installa dans une petite maison en Normandie, près de la mer. Il reprit un travail simple, loin des chiffres et des écrans. Un poste dans une librairie. Là où tout avait commencé, avec des mots, des émotions. Un matin, alors qu'il classait des romans sur une étagère, une voix douce l'interrompit. « Excusez-moi. Vous auriez un bon polar à me recommander ?» Il se retourna. C'était Clara. La femme qu'il avait croisée il y a quelques mois, celle qui lui avait proposé un café. Elle souriait, sincère, vraie. « Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. » Il lui tendit un livre. Elle lut le titre et éclata de rire. « Les apparences ? Un thriller sur les illusions et la manipulation. Vous êtes du genre à tester les gens avant de leur faire confiance ?» Nicolas haussa un sourcil. « Disons que la vie m'a appris à être prudent. » Clara pencha la tête. « Ça vous dirait un café ? Cette fois, c'est moi qui invite. » Il hésita une fraction de seconde. Puis posa son livre et sourit. « Avec plaisir. » La vie reprit son cours. Nicolas et Clara commencèrent à se voir régulièrement. Doucement, sans précipitation. Ils s'étaient jurés de ne plus jamais tomber dans l'illusion. Cette fois, ils prenaient le temps d'apprendre, d'observer, d'aimer pour de vrai. Mais un soir, alors qu'il rentrait chez lui, son portable vibra. Un message. Anonyme. « J'espère que tu as bien profité de ton répit. Nous nous reverrons. » Son cœur se serra. Les fantômes ne meurent jamais vraiment. Mais cette fois, il était prêt à les affronter. Les jours passèrent. Nicolas s'autorisait enfin à respirer. À croire en l'instant présent.
Clara et lui continuaient à se voir. Il aimait sa simplicité, son rire franc, sa façon de poser sa main sur son bras quand elle racontait une histoire. Peut-être que le bonheur n'était pas une illusion après tout. Mais le message anonyme reçu quelques jours plus tôt restait gravé dans son esprit. Nous nous reverrons. Il refusait de sombrer dans la paranoïa. Darius était en prison. Le réseau avait été démantelé. C'était sûrement un dernier sursaut, une menace vide de sens. Mais un soir, tout bascula. Nicolas et Clara avaient prévu de dîner ensemble. Un restaurant au bord de la mer, un cadre paisible. Un rendez-vous sans histoire. Mais alors qu'il l'attendait à une table, son téléphone vibra. Un nouveau message. « Regarde bien autour de toi. » Son sang se glaça. Il leva les yeux. Le restaurant était rempli, des couples, des familles, des touristes. Tout semblait normal. Trop normal. Puis il la vit. Une femme assise à quelques tables de lui. Une silhouette qu'il connaissait. Une femme qu'il croyait morte. Eléa. Elle le fixait. Un sourire discret aux lèvres. Nicolas sentit son souffle se bloquer. « C'est impossible » murmura-t-il. Il avait vu les preuves. Elle n'existait pas. Elle n'était qu'une identité fabriquée. Alors comment pouvait-elle être là, en chair et en os? Il se leva lentement, le cœur battant à tout rompre. Puis Clara entra dans le restaurant. Elle s'arrêta net en voyant la femme assise à la table voisine. Le regard de Clara passa de Nicolas à Eléa. Et son expression changea. De l'étonnement, à quelque chose d'autre. Un frisson d'angoisse glissa sur la peau de Nicolas. Clara et Eléa se regardaient comme si elles se connaissaient. Nicolas recula d'un pas. Son esprit tournait à toute vitesse. Clara. La femme qu'il avait abordée par hasard. Clara. Celle qui semblait comprendre ses blessures. Clara. Qu'il avait invitée à un café avec une insistance presque trop naturelle. Non. Pas toi. Souffla-t-il. Eléa se leva, son sourire s'agrandit. Tu es plus malin que je ne le pensais, Nicolas? Mais pas assez. Nicolas sentit son corps se tétaniser. Tout avait été un piège. Depuis le début. Clara s'approcha lentement. Son regard était différent. Ce n'était plus celui d'une femme bienveillante. C'était celui d'une manipulatrice née. Tu croyais quoi? Que tout était terminé? Que tu pouvais refaire ta vie? Nous avons toujours gardé un œil sur toi, Nicolas. Nous t'avons laissé croire que tu avais gagné. Son estomac se noua. Tu pensais que c'était fini? Mais l'organisation est bien plus grande que tu ne l'imagines. Eléa et Clara étaient du même camp. Depuis le début. Clara n'avait jamais été un hasard. Elle avait été placée là exprès. Pour s'assurer que Nicolas ne parle pas trop. Nicolas ferma les yeux une seconde. Il avait déjà perdu son argent, sa dignité, sa sécurité. Il n'allait pas perdre sa liberté. Alors, il fit ce qu'il aurait dû faire bien plus tôt. Il recula brusquement, attrapa son téléphone et appuya sur un bouton secret. Un enregistrement. Chaque conversation qu'il avait eue avec Clara. Chaque message suspect. Chaque indice prouvant qu'il avait été manipulé une seconde fois. Et cet enregistrement était déjà envoyé à un contact de la police. Le regard de Clara changea instantanément. Eléa comprit trop tard. L'illusion s'effondrait. À ton tour de courir, dit Nicolas. Puis il tourna les talons et quitta le restaurant. Sans jamais se retourner. Quelques semaines plus tard, la police annonça avoir démantelé d'autres branches du réseau. Mais ils ne trouvèrent aucune trace de Clara ni d'Eléa. Elles avaient disparu. Nicolas savait une chose. Cette histoire ne finirait jamais vraiment. Mais maintenant, il était prêt. Les fantômes pouvaient le traquer. Mais cette fois, il n'avait plus peur du noir. L'amour est un jeu dangereux, et Nicolas est devenu un joueur. La vérité éclatait, brutale, implacable. Eléa était réelle. Clara était une traîtresse. L'organisation ne s'était jamais arrêtée. Nicolas pensait avoir gagné. Il pensait avoir survécu. Mais il n'avait fait que suivre le chemin qu'on lui avait tracé. Après la scène du restaurant, Nicolas ne retourna pas chez lui. Il savait qu'on l'attendait. Il erra dans les rues, cherchant une solution. Jusqu'à ce que son téléphone se bloque. Écran noir. Un message rouge s'afficha. Checkmate. Puis son compte bancaire se vida sous ses yeux. Tous ses accès numériques effacés. Les dernières preuves qu'il détenait disparues. Et enfin, une alerte sur son téléphone. Un mandat d'arrêt contre lui. Son nom impliqué dans un gigantesque détournement d'argent international. Nicolas était devenu le criminel. Ils avaient retourné tout le jeu. Nicolas n'avait plus d'alliés. La police le traquait. Ses comptes étaient bloqués. Sa réputation détruite. Il n'avait plus qu'une seule option. Trouver la racine du mal. Il comprit que Clara et Eléa n'étaient pas des exécutantes. Elles étaient au sommet du réseau.
Ce n'étaient pas de simples escrocs. C'étaient des stratèges. Elles avaient manipulé des milliers de personnes, infiltré des banques, piraté des gouvernements. Et Nicolas n'avait jamais été une cible au hasard. Il l'avait choisi. Depuis des années. Après des semaines de traque, Nicolas retrouva leurs traces à Madrid. Il se fit discret. Il observa un immense manoir sur les hauteurs de la ville. Là, ils opéraient en toute impunité. Il y avait des gardes, des serveurs, des invités riches et influents. C'était un empire. Et au centre, Clara et Eléa. Des reines dans leur royaume. Nicolas n'était qu'un pion. Mais il était le pion qui allait faire tomber l'échiquier. Une nuit, il se glissa dans le domaine. Il trouva une pièce interdite. À l'intérieur, des écrans. Des centaines d'ordinateurs. Des milliers de profils piratés. Des vidéos volées. Des vies détruites en temps réel. C'était pire qu'une arnaque. C'était un contrôle total. Il ne volait pas seulement de l'argent. Il volait des identités. Il créait des réalités alternatives. Il prenait le contrôle du destin des gens. Nicolas n'était pas le seul. Il était l'un des nombreux cobayes. Tout ce qu'il avait vécu, chaque choix, chaque échec, avait été planifié. Puis il vit l'impensable. Un dossier portant son nom. Il l'ouvrit, les mains tremblantes. Des photos de lui, datant d'il y a plus de 15 ans. Des rapports détaillant ses habitudes. Ses relations. Son divorce. Ses points faibles. Il le suivait bien avant qu'il ne rencontre Léa. Et tout en bas du dossier, une note écrite en rouge. Nicolas, test numéro 47. Test? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qui était-il, vraiment? Une voix résonna derrière lui. Clara. Tu ne devais pas voir ça. Nicolas se retourna lentement. Clara et Eléa se tenaient devant lui. Elle ne fuyait pas. Elle souriait. Comme si tout ceci faisait partie du plan. Bienvenue dans la dernière phase du test, Nicolas. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son monde venait de s'effondrer une seconde fois. Et cette fois, il ne savait plus du tout qui il était. Nicolas disparut ce soir-là. Aucune trace de lutte. Aucun témoin. Aucune empreinte. Certains dirent qu'il s'était suicidé. D'autres qu'il avait réussi à s'échapper. Mais quelques mois plus tard, un nouveau compte apparut sur le dark web. Un profil anonyme. Le jeu ne fait que commencer. Personne ne revit jamais Nicolas. Aucune trace, aucune caméra, aucun mouvement bancaire. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais un an après sa disparition, un événement bizarre se produisit. Sur les serveurs privés de l'organisation, une intrusion informatique eut lieu. Quelqu'un était en train d'effacer leurs fichiers, leurs archives, leurs bases de données. Des centaines de profils d'arnaque supprimés. Des millions d'euros disparus. Des documents transférés aux autorités du monde entier. C'était un sabotage à grande échelle. Un message crypté apparut sur l'un des écrans du QG de l'organisation. Je suis votre plus grande erreur. L'organisation pensait avoir fait de lui un cobaye. Ils pensaient l'avoir brisé. Mais en réalité, ils avaient créé leur propre némésie. Nicolas n'était plus la victime. Il n'était plus le chassé. Il était devenu le chasseur. Il traquait les dirigeants. Il s'infiltrait dans leur système. Il démantelait leur empire de l'intérieur. Un fantôme. Une ombre numérique capable d'effacer des vies, comme on lui avait effacé la sienne. Un soir, Eléa et Clara reçurent une invitation. Un lieu secret. Aucune signature. Juste une adresse. Par curiosité, ou par instinct de prédatrice, elles vinrent. Le lieu était désert. Un vieil entrepôt au bord d'un port, la mer s'agitant doucement sous la lune. Puis une voix résonna. « Je voulais vous voir une dernière fois. » Nicolas sortit de l'ombre. Il était méconnaissable. Fini l'homme brisé. Fini la naïveté. Fini la peur. Il était quelqu'un d'autre. Clara et Eléa s'observèrent, intrigués, presque amusés. « Alors quoi? Tu veux nous tuer ?» demanda Clara. Nicolas sourit. « Non. Ça serait trop facile. » Il leur tendit une clé USB. « Voici tout ce que j'ai sur vous. Et croyez-moi, il y a de quoi vous faire tomber. » Eléa fronça les sourcils. « Alors pourquoi ne pas l'avoir déjà fait ?» Nicolas s'approcha, planta son regard dans le sien. « Parce que ce n'est pas fini. » Il recula lentement. « Parce que maintenant, c'est moi qui mène le jeu. » Puis il disparut dans la nuit. Les mois suivants, l'organisation perdit tout. Des chefs arrêtés. Des comptes bancaires bloqués. Des opérations sabotées. Personne ne savait qui les détruisait. Mais tous connaissaient son nom. Un murmure circulait sur le dark web. Un pseudonyme récurrent. Le fantôme. Nicolas n'était plus une victime. Nicolas n'était plus un simple homme. Il était devenu le cauchemar de ceux qui l'avaient créé. Parfois, le monstre que vous créez se retourne contre vous.